La sonnerie aiguë perça la nuit feutrée du siège, comme une fissure dans le verre poli des bureaux. Les écrans passèrent à l'alerte rouge en un battement, cartes et graphiques se déchirant en signes incompréhensibles. Les ventilateurs du centre de données montèrent en plainte métallique, un bourdonnement qui remplaçait la respiration habituelle du bâtiment. Quelque part, en haut, des voix se firent plus courtes, des pas résonnaient sur la moquette. Alejandro Méndez posa la main sur la table de sa salle de réunion comme pour se raccrocher à une réalité tangible qui, à cet instant, se dérobait. Avant d'entrer dans ce que vous allez lire, prenez une minute. Si vous aimez les histoires où l'imprévu révèle la vraie valeur des gens, restez jusqu'au bout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Un petit like aide ce type d'histoire à trouver d'autres oreilles curieuses. Les premières minutes furent un chaos ordonné. Alejandro, le costume encore froissé par une journée de décision, regardait les techniciens courir comme des fourmis agitées autour d'écrans rouges. Il connaissait chaque protocole par cœur, ou croyait les connaître. Pourtant, rien dans sa carrière n'avait préparé l'instant où les lignes entre le monde sûr qu'il avait bâti et le vide total deviendraient aussi fins. « Coupure externe ou interne ?» demanda Rodrigo Campos d'une voix coupante, sans lever les yeux de son clavier. Rodrigo tenait le poste de directeur technique depuis 7 ans. Il était le genre d'homme qui aimait les chiffres parce qu'il ne pouvait pas mentir. Les journaux système montrent des fuites vers plusieurs IP inconnus, répondit Valeria Soto, la directrice financière, en serrant la mâchoire. Elle avait la main ferme sur les chiffres de l'entreprise et sur ses ambitions. Sa voix était contrôlée, mais ses doigts tremblaient sur le téléphone. Il suffisait d'une fraction de seconde pour que les investisseurs se mettent à douter. Au bas de l'escalier de service, Lucia Herrera poussait son chariot de nettoyage, son tablier contre un souffle de nuit. L'odeur du détergent se mêlait à la vapeur de son thermos de café. Elle n'écoutait pas les noms des protocoles, mais elle savait lire une pièce. La tension, les regards échangés, le silence des portes fermées. Ancienne ingénieure en cybersécurité, elle était revenue entre ces murs pour des raisons que la plupart ignoraient. Aujourd'hui, son regard rencontra celui d'un jeune technicien au pas précipité qui passait à côté d'elle. Il rencontra aussi l'étrangeté d'un accès restreint qui refusait de s'ouvrir. Un écran près de l'entrée diffusait une séquence où des fichiers disparaissaient à la vitesse d'un battement d'aile. Personne ne remarqua tout de suite qu'elle avait ralenti. Personne n'entendit la façon dont ses doigts se crispaient sur la poignée du chariot, comme si elle-même pouvait faire quelque chose pour arrêter l'érosion qui commençait à grignoter les systèmes entiers. Alejandro sentait l'air se raréfier. Les fenêtres de la salle de réunion donnaient sur la ville, et la vue familière des lumières formées en réseau était maintenant un tableau de points vulnérables. Il était habitué à imposer sa voix et voir les choses plier. Mais l'urgence avait cette façon d'effacer les positions hiérarchiques. Les techniciens parlaient, citaient des sauvegardes hors site, évoquaient des clés de récupération qu'ils ne comprenaient que partiellement. Quand Rodrigo s'adressa à lui, sa cravate avait perdu son nœud strict et sa voix portait une impatience difficile à cacher. « Alejandro, on doit couper l'alimentation générale du data center. On risque la propagation vers les serveurs externes. » « Et perdre les transactions en cours, » répondit Alejandro, le regard fixant une colonne de chiffres en chute libre. Chaque seconde représentait des torrents d'euros en jeu. Un CEO apprend très vite que son sang se compose d'équivalents disciplinés. Contrat, pourcentage, confiance des marchés. Lucia écoutait en silence. Son passé d'ingénieur lui soufflait des hypothèses que les autres n'osaient pas envisager. Pas seulement une attaque externe, mais un scénario où certains accès internes étaient détournés, où des comptes à privilèges s'actisaient à des heures improbables. Elle n'était plus sur la liste officielle, mais les systèmes avaient des habitudes humaines, et les habitudes peuvent trahir. « Si on force la coupure, dit Rodrigo sans lever les yeux, on isole le problème. On prendra le hit financier, mais on évite la perte de propriété intellectuelle. » Valeria secoua la tête. Dans ses yeux se lisait une équation simple, réputation versus patrimoine. La décision demandait un courage que peu possédaient quand tout ce qui comptait était exposé. « Faites-le »,
dit Alejandro, d'un ton qui voulait être ferme. « Qu'on sache au moins à quoi on a affaire. » La coupure fut brutale et presque sanguine dans son efficacité. Les écrans devinrent noirs, les ventilateurs cessèrent et un silence de salle d'opération s'installa, percé seulement par le tic des réacteurs de secours. Lorsqu'un ingénieur annonça que l'intégrité physique des backups semblait intacte, un rire sec monta de la gorge d'Alejandro, mais il ne sut le transformer en soulagement. Il manquait quelque chose, une piste, un visage pour tenir la trahison. Ce fut un message anonyme envoyé à la boîte générale qui fit basculer le doute en accusation. Un document avait été minutieusement laissé sur le serveur de partage interne. Un enregistrement, des mots codés, des traces d'authentification qui semblaient provenir de l'un des accès administratifs. Les regards se croisèrent. Qui, parmi ceux qui avaient les clés, aurait intérêt à voir l'Empire s'effondrer? Lucia n'était pas censée s'en mêler. Elle était celle qu'on oubliait furtivement derrière les plantes vertes et les couloirs lustrés. Pourtant, la façon dont les fichiers avaient été manipulés éveilla chez elle un ordre ancien, celui des diagnostics et des protocoles épluchés dans une autre vie. Elle prit le temps d'observer les noms des machines qui affichaient l'accès, la cadence des horodatage, la main-d'œuvre virtuelle qui simulait à la fois expertise et mépris. Quelque chose clochait. Le cliquetis n'était pas celui d'un code écrit dans la nuit par un as de la programmation, mais celui d'une main qui cherchait à masquer son mouvement. Pendant ce temps, les investisseurs appelaient. Les journalistes commençaient à flairer l'odeur du sang numérique. Alejandro sentit le poids de chaque appel comme une pierre jetée contre la façade d'un bâtiment qui jusque-là lui avait semblé indestructible. Il pensa à ses mentors, à ses conseils silencieux qui lui avaient appris à blinder chaque couche. Et il pensa aussi, avec une pointe de honte qu'il gardait pour lui, aux petites choses qu'il avait déléguées trop vite. Les vérifications quotidiennes, les petites réunions où on pardonnait les absences parce que tout allait bien. Quand la première hypothèse solide tomba, un accès utilisé depuis l'ordinateur de Rodrigo pendant la nuit de l'incident, l'atmosphère changea. Rodrigo devint une statue d'angoisse feinte. Valeria parla d'un audit, d'une enquête formelle. Alejandro sentit la colère monter, puis se transformer en une curiosité clinique. Il voulait savoir, il voulait comprendre s'il avait été trahi ou s'il avait juste mal lu des loyautés. Ce fut un petit détail, presque invisible, qui lia la scène. Un badge de maintenance retrouvé sur une table de réunion, un badge que Rodrigo n'utilisait jamais selon son emploi du temps officiel. Lucia le vit tomber, discret, et son cœur, déjà chargé de souvenirs, fit un pas vers un autre temps. Elle se souvenait d'une clé USB qu'elle avait conservée lorsqu'elle était partie, un reliquat de précaution personnelle. Une idée, risquée mais plausible, germa. Si on pouvait retrouver une sauvegarde hors réseau, si on pouvait ranimer un ancien mot de passe disséminé dans des journaux obsolètes, on pourrait reconstituer le chemin de l'attaque. Elle dit ce qu'elle pensait sans grand théâtre, sa voix calme comme quand elle expliquait un plan à un client sceptique. Alejandro, au premier plan, fut surpris par la précision des termes qui sortaient de sa bouche. Il s'attendait à des réponses techniques remplissant l'air de noms qui n'auraient signifié rien aux oreilles non initiées. Ce qu'il entendit, en revanche, était une proposition pratique, presque artisanale. On a peut-être une copie hors réseau vieille de 3 mois, gardée pour migration. Elle pourrait contenir l'ombre de ce qui a été effacé. On rit presque de la simplicité de l'idée, puis on se tat. Rodrigo plissa les traits. Valeria voulut appeler leur juriste. Alejandro regarda Lucia et pour la première fois, il vit autre chose que l'uniforme. Il vit une femme qui avait sous le tissu d'un rôle social modeste une maîtrise réapprise par nécessité, un héritage professionnel nié par le destin. Il vit, en creux, sa propre erreur, avoir jugé les gens par le grade et non par la substance. Ils descendirent ensemble au sous-sol, vers la salle serveur. L'air y était plus froid, sec, presque propre au sens d'un sanctuaire technique. Les lumières bleues lançaient leur éclat clinique sur les racks alignés comme des tombeaux modernes. Lucia ne touchait pas seulement aux machines, elle écoutait ce qu'elles avaient à dire. Elle passa ses mains sur les boîtiers, sentit des vibrations, cherchait des indices invisibles à ceux qui n'avaient jamais dû réparer une nuit entière.
Il y a des traces d'accès via un port qui n'est plus utilisé, murmura-t-elle. Quelqu'un a essayé de masquer la signature en repoussant les horodatages. Et tu fais quoi maintenant? Demanda Alejandro, sans porter de jugement, seulement une curiosité qui venait rompre la froideur de ses demandes habituelles. On remonte manuellement. On croise les logs avec la snapshot hors réseau. Si on retrouve la séquence, on pourra voir qui a eu intérêt à lancer ça. Les heures qui suivirent devinrent une succession de gestes méticuleux, casseroles de café, doigts glacés sur des claviers, conversations chuchotées. Les équipes de communication écrivaient des communiqués qu'on n'enverrait pas encore. Entre deux manipulations, Lucia parla à voix basse de sa mère, de la maladie qui l'avait forcée à quitter son poste d'ingénieur et de la décision de rester près d'elle en acceptant un travail invisible. Alejandro l'écouta. Il entendit quelque chose qui, depuis longtemps, avait manqué dans son propre discours, l'humilité d'un choix imposé par l'amour plutôt que par l'ambition. La reconstitution numérique tint d'un miracle humain. On trouva des fragments, des traces qui, mises bout à bout, formaient un chemin. Un utilisateur masqué avait jonglé avec des identifiants à plusieurs niveaux. La signature laissait percevoir une familiarité interne plutôt qu'une intrusion externe sophistiquée. Les indices pointaient vers une piste douloureuse. Quelqu'un avait consciemment choisi de briser les verrous depuis l'intérieur. La première confrontation ne fut pas un duel théâtral. Elle se déroula dans la salle de réunion, où l'évidence, présentée avec des captures d'écran, des horodatages et des copies d'emails, transforma la présomption en preuve. Rodrigo, acculé, cligna des yeux comme un animal surpris sous la lumière crue. Sa défense fut d'abord un mur d'orgueil, il nia, puis il articula une version confuse où la responsabilité semblait glisser sur lui comme de l'huile. Valeria, témoin de sa montée d'un salaire à un rôle influent, devint étrangement silencieuse. « Rodrigo, dit Alejandro, avec une voix devenue basse et tranchante, explique pourquoi ton cluster a été utilisé pour exfiltrer des comptes clients à 3 heures du matin. » Rodrigo chercha dans sa mémoire calculée une faille, un alibi, un collègue, n'importe quoi qui pourrait le sauver de la honte. Mais les preuves leur tombaient dessus et la salle se referma comme un tribunal d'ombre. Quand la porte de sécurité s'ouvrit et que des officiers, appelés discrètement, entrèrent pour mener une vérification formelle, l'air sembla s'épurer d'un poids. Il y aurait des conséquences judiciaires, il y aurait des communiqués. L'équilibre du pouvoir, jusque-là fragile, bougeait. Pour Alejandro, la victoire apparente n'avait pas la douceur attendue. Voir un homme qu'il avait promu à la trahison le laissa avec quelque chose de plus corrosif que la colère, la stupeur d'avoir été si aveugle. Il pensa à toutes les petites concessions qu'il avait faites aux ambitions masquées, aux promotions acceptées sans examen, aux soupirs qu'il avait interprétés comme loyauté. Le tremblement d'un empire se révélait d'abord dans l'intime, dans la façon dont on regardait les autres à travers son propre reflet. Lucia, au milieu de cette tempête, resta mesurée. La reconnaissance qu'Alejandro lui offrit fut d'abord professionnelle. Il la convia à rester à ses côtés pour vérifier l'intégrité des systèmes et réécrire les protocoles. Puis, dans un moment plus discret, il la remercia d'un regard long qui contenait plus que des mots. Ce regard fissura quelque chose dans la cuirasse du CEO, comme si la gratitude héritait d'un pouvoir silencieux. La nuit se retira lentement, laissant derrière elle un ciel teinté d'un gris hésitant. On présenta un communiqué officiel. L'attaque avait été contenue, des mesures prises, des audits lancés, des responsables identifiés. Les médias commencèrent à battre la mesure de l'histoire. La bourse, impitoyable, réécrit ses mathématiques en quelques heures. Mais au-delà des chiffres, des destins s'étaient noués. Alejandro prit un moment seul dans son bureau, où la ville s'étalait en lointain. Il tenait dans sa main un badge de maintenance que l'on avait retrouvé sur la table, un objet anodin transformé en preuve tangible de la fragilité de la confiance. Il pensa à sa fille qui, quelques semaines auparavant, avait ri d'un souvenir d'enfance. Il pensa aux décisions qu'il avait prises avec la certitude d'un empire éternel. Et il pensa à Lucia, à sa manière discrète de remettre en ordre ce qui semblait irrémédiable.
Tu as sauvé plus que nos serveurs, dit-il finalement, quand il la trouva dans le couloir, bras encore imprégnés de l'effort, vêtements tachés d'une nuit de travail. Sa voix était plus basse, presque embarrassée par l'humanité de ses mots. « Nous avons travaillé ensemble, » répondit Lucia. Ce n'était pas le salut d'un seul, seulement la combinaison d'un groupe qui a choisi de se battre. Elle ne cherchait pas la lumière de la reconnaissance, elle avait l'habitude de rester dans l'ombre. Un silence confortable les enveloppa, fait de compréhension partagée plutôt que de mots inutiles. Alejandro, dont les mains avaient souvent trouvé des solutions en commandant et en signant, sentit pour la première fois que demander pardon pour des aveuglements était un geste plus lourd que n'importe quelle signature. Il s'excusa sans fioriture pour les promesses non tenues à ceux qui l'avaient négligé, et dans cet échange simple, il y eut une rumeur d'ouverture. La première aube après la crise apporta la pluie. La pluie nettoie, la pluie révèle. Lucia poussa son chariot sous les gouttes fines qui tambourinaient sur le bitume. Le symbole ne lui échappa pas. Elle, qui passait du nettoyage physique au balayage des lignes électroniques, avait contribué, sans volonté de grands gestes, à réparer ce qui craquait. Alejandro, quelques pas derrière elle, regardait la manière dont elle travaillait, sa précision, sa dignité. Les rumeurs internes commencèrent à parler d'une reconnaissance officielle. On murmura le mot « promotion » comme on prononce désormais une évidence tardive. Mais la vérité dans ce genre d'histoire n'est jamais entièrement nette. L'enquête révélait des ramifications, des documents compromis, des comptes détournés, des partenaires méfiants. Et quelque part, une menace restait, en embuscade, des complices non identifiés, des traces effacées, une certitude que l'attaque n'était peut-être pas totalement close. Ils avaient gagné une bataille, pas la guerre. Lucia reprit ses gestes de nettoyage avec la même humilité. Alejandro entreprit de revoir les structures, de réécrire les audits et surtout d'apprendre à regarder autrement. Entre eux, une connivence subtile se tissait, pas encore amour déclaré, mais une reconnaissance qui, nourrie par la gratitude et le respect, promettait autre chose. La ville continuait d'émettre son rythme mécanique, indifférente aux drames et aux réconciliations. Pourtant, dans un coin presque imperceptible, quelque chose avait changé. Un laboratoire d'innovation que l'entreprise maintiendrait pour ses talents. Un petit geste public en hommage au service invisible qui tenait l'organisation à flot. On parla de nommer un espace en l'honneur de ceux qui avaient été négligés. Alejandro, dans son geste de réparation, pensait plus loin, à un modèle d'entreprise où la compétence ne se mesure pas uniquement par des titres, mais par la loyauté et le courage de ceux qui, même au plus bas, tiennent. Il savait qu'il restait encore des dangers, mais la première bataille avait montré que la valeur d'un empire ne résidait pas seulement dans ses murs, mais dans la capacité des petits gestes à recoudre ce qui se déchire. Lucia, poussant son chariot, continuait d'être l'ombre discrète et la main experte lorsque les apparences le demandaient. Et tandis que la pluie lavait les façades, Alejandro fit un pas qu'il n'aurait sans doute pas fait un an plus tôt. Il invita Lucia à déjeuner. Ce n'était pas un geste spectaculaire, juste une question posée avec douceur, le genre qui laisse de la place pour une réponse honnête. « J'aimerais entendre ton histoire », dit-il simplement. Elle accepta en souriant, sans promesse, mais avec une curiosité partagée. Ils quittèrent le siège côte à côte, deux silhouettes qui, quelques heures auparavant, auraient peut-être ignoré la présence de l'autre. Ils ne savaient pas encore tout ce qui les attendait. Des audiences, des réparations administratives, des journalistes à calmer, des amitiés à reconstruire. Mais au cœur de ces tâches, une nouvelle trame commençait de se tisser. Une trame basée sur la loyauté retrouvée, la reconnaissance publique et une possible intimité qui naissait à petits pas. Cependant, au moment où la porte du bâtiment se refermait derrière eux, un petit écran, oublié sur une table de la salle serveur, clignota une dernière fois. Une image cryptée y persistait, plus ténue que la veille, mais toujours présente. Quelqu'un avait programmé une résurgence, une dernière marque.
Les techniciens fronçaient déjà les sourcils en la voyant. Ils savaient, même s'ils refusaient de s'alarmer encore, qu'un geste prudent valait mieux que la confiance sans garde. Ils avaient gagné un round, mais le tableau restait inachevé. Et tandis que la pluie continuait de tomber, la ville attendant son verdict, la petite équipe se préparait à poursuivre le travail, à remonter les dernières traces, à sceller les failles et surtout à réclamer une justice qui rendrait toute confiance possible à nouveau. Les techniciens se penchèrent sur l'écran, comme des guérisseurs autour d'un corps qui respire encore, malgré la blessure. Samir, la barbe poivre et sel, fit craquer sa nuque et tapa quelques commandes. Les lignes de code déroulèrent leur balai familier, puis s'arrêtèrent sur un fragment isolé. Une signature cryptographique vieille école, masquée dans le firmware des contrôleurs d'alimentation. Nora, qui avait l'œil pour les anomalies, hocha la tête. « Ce n'est pas un bug aléatoire, dit-elle. Quelqu'un l'a posé là intentionnellement. C'est un marqueur. » Un silence pesant prit la salle. Alejandro observa les visages, fatigue, soulagement mêlés d'inquiétude. Il sentit la tension se resserrer autour de lui comme une corde. Gagner la bataille avait réveillé la guerre. « Qui en bénéficierait ?» demanda-t-il. « Qui veut qu'on continue à douter de nous ?» Les regards ne se tournèrent pas vers lui. Ils cherchaient une certitude ailleurs. Lucia, appuyée contre le chambranle, vit la scène avec la lucidité tranquille d'une personne qui a appris à lire les signes invisibles. Elle n'était pas technicienne de formation, mais des années à orchestrer l'ordre dans le chaos lui avaient donné un sens aigu de la logique humaine. Qui s'en prend à un système souvent cherche à détourner plus que des données. Les comptes étaient ciblés, souffla-t-elle. Ils ne cherchaient pas seulement de l'argent, ils voulaient un message. Samir échangea un regard avec Nora, puis déposa le clavier. L'empreinte est ancienne. On la trouve parfois dans des attaques dites sophistiquées. Mais ce qui m'inquiète, c'est la résurgence programmée. Quelqu'un a prévu un déclencheur temporel. Si on efface maintenant, on efface la preuve. Si on laisse pour analyser, on risque une propagation. La phrase resta suspendue comme une menace. Alejandro sentit la perspective d'une fuite, d'une reprise, d'un spectacle médiatique. Il pensa aux décisions qu'il avait prises ces dernières semaines, audace mesurée, gestes publics destinés à panser la réputation de l'entreprise. Il pensa à la promesse d'un laboratoire d'innovation, à la plaque à faire apposer, à la nécessaire reconnaissance de ceux qu'on avait oubliés. Nous devons protéger les salariés avant de protéger l'image, dit-il. Que personne ici ne soit mis en danger par nos choix. On l'entendit à peine, c'était pourtant la ligne de conduite qu'il avait voulu tracer depuis le début. Samir hocha la tête en signe d'accord, mais son regard était sur Lucia. « Si on garde un leurre activé, ajouta-t-il, on peut attirer celui qui tente de revenir. Mais il faudra un piège proprement monté, et la presse, elle flairera le sang. » La presse, le mot fit frissonner l'air. Quelques semaines auparavant, ils avaient déjà connu l'épreuve, journalistes aux portes, titres accusateurs, experts autoproclamés réclamant des têtes. Alejandro se souvenait du visage d'un présentateur, la satisfaction froide avec laquelle il avait insisté sur l'échec, oubliant la main qui avait réparé. Il ne voulait pas revivre cela. Il apprit ce jour-là qu'on peut tout planifier, sauf la cruauté d'un micro. La décision fut prise en bas bruit. Isoler l'artefact, en tirer une copie imitable, le neutraliser dans l'ombre et, si possible, suivre la piste. Ils préparèrent un environnement quarantenaire, un réseau leurre, des identifiants faux, des logs contrôlés. Comme toujours, ce fut un travail de chirurgien sur une mécanique vivante. « Alejandro, dit Nora, quand ils restèrent seuls une seconde, tu veux que je fasse une simulation publique si besoin, on peut contrôler la narrative. » Il sourit, amer. « Contrôler n'est pas la même chose que guérir, répondit-il, mais fais ce que tu dois. »
Pendant que la nuit tombait sur la ville, la sale serveur vromit d'une lumière froide. Lucia resta un moment à la porte, les mains dans les manches de son imperméable, le sourire discret. Elle repensa au déjeuner, aux paroles d'Alejandro, aux promesses implicites de temps partagé. C'était étrange, presque incongru, que des fragments d'intimité naissent dans un contexte de surveillance et de complot. Et pourtant, cette humanité était peut-être ce qui resterait après l'orage. Le lendemain matin, la réalité extérieure frappa plus fort que la rigueur des systèmes. Un journaliste d'investigation, connu pour sa façon d'insérer ses questions comme des scalpels, avait obtenu une fuite anonyme. Le bruit naquit comme une rumeur qui enfle dans les métros. Bientôt, les titres évoquèrent « zone grise »,« dossier sensible »,« l'entreprise sous enquête ». Alejandro reçut les premières questions par courriel, puis des appels. On demanda des comptes. Le conseil convoqua une réunion d'urgence. Au conseil, les mêmes visages qu'avant occupaient les sièges. Intérêt, calcul, peur. Certains réclamèrent transparence immédiate, craignant l'érosion de confiance. D'autres pensaient qu'une réponse trop rapide, sans preuve solide, livrerait la société sur un plateau. Alejandro sut qu'il marchait sur une ligne fine. Admettre la menace pouvait provoquer la panique, masquer l'imprévu, la rage. Il imagina la main des petites mains, techniciens, agents d'entretien, collaborateurs anonymes, qui se pressaient à exécuter des tâches sans la considération publique. Il se rappela la façon dont Lucia avait continué de faire son œuvre, silencieuse, quand tout semblait s'effondrer. Il prit la parole avec la voix contenue qu'on connaissait de lui. Nous avons identifié une résurgence technique. Nous travaillons à l'isoler et à comprendre l'origine. Nous devons éviter la panique. Je propose un plan en 3 étapes. Isolation, traçage, communication contrôlée. Un administrateur fronça les sourcils. Un actionnaire regarda la montre. Les mots d'Alejandro coupaient l'air. Ils n'apaisaient pas, mais ils donnaient une direction. On accepta, à contre-cœur pour certains, par nécessité pour d'autres. Le conseil délégua une cellule restreinte, incluant Samir et Nora, pour travailler en liaison avec les avocats. Lucia, informée de la réunion, sentit la responsabilité se poser sur elle comme une main douce. Elle n'était pas du sérail, mais elle comprenait les enjeux humains. La confiance, une promesse rompue, la peur d'être à nouveau la marionnette d'un récit qui la réduisait à une seule image. Elle allait déjeuner maintenant avec Alejandro, pensait-elle, et peut-être ces déjeuners seraient des lieux où l'on apprenait à se connaître hors des plateaux, hors des jugements. Mais sa pause fut brève. Un message en bas de son écran stipulait qu'on avait besoin d'elle pour une réunion informelle, pour expliquer la logistique des équipes de maintenance et la façon dont les accès physiques aux serveurs avaient pu être exploités. Sur le trajet vers la salle de réunion, elle se souvint d'un hiver, d'un homme qui lui avait appris à écouter non seulement les mots, mais les silences. Il avait eu des mains patientes et des réponses mesurées. Ils avaient travaillé côte à côte dans des lieux où le nom d'un employé ne valait rien, mais où la fidélité tenait lieu d'honneur. L'homme s'appelait Marco, il n'était plus dans sa vie. La mémoire la traversa comme une musique légère, sans remords, juste reconnaissance. La réunion fut brève, mais dense. On parle d'accès, de badge, de vidéosurveillance, de la façon dont un câble mal placé pouvait permettre une intervention discrète. Lucia expliqua avec détail les routines, qui nettoyait les arrières de la salle à 5 heures du matin, quelles poubelles étaient emmenées hors site, comment les livreurs entraient et sortaient. Son récit, dit sans emphase, dévoilait des fenêtres d'opportunité. Samir prit des notes et Nora esquissa des plans pour resserrer les procédures. Ils décidèrent d'un audit physique. Des relevés d'empreintes digitales seraient comparés à des logs d'accès. On programma des entretiens avec les sous-traitants. Pendant ce temps, la rumeur augmenta, prenant la forme d'articles plus mordants. Les réseaux sociaux transformaient des éléments neutres en preuves accablantes.
Des ex-salariés, encouragés par l'anonymat, postèrent des souvenirs d'irrégularité ou de maladresse. Alejandro le vit et sentit son estomac se contracter. Il mesura la fragilité d'une réputation. Un simple fil mal raccroché et tout un édifice peut basculer. Il pensa aux apprentissages qu'il souhaitait instaurer, modestie, reconnaissance, sécurité collective, et se demanda si ce collège d'idées survivrait à la tempête médiatique. Dans un café près du siège, Lucia et Alejandro finirent par se retrouver, leur conversation interrompue par la vie qui réclamait et par la nécessité du travail. Le déjeuner fut sobre, une salade, 2 cafés. Ils parlaient peu des dossiers du jour. Alejandro demanda à Lucia de raconter d'où elle venait, non pas pour satisfaire une curiosité superficielle, mais pour comprendre la trame d'une fidélité devenue rare en ces lieux. Elle parla de villes côtières, de parents qui lui avaient appris à ne pas laisser de choses à moitié faites, de longues nuits de travail quand le monde semblait s'endormir. Elle mentionna Marco, sans drame, comme on cite un vieux professeur. Alejandro écouta, fasciné par la manière simple dont elle parlait de sa vie. Il découvrit un courage sans ostentation et une foi tranquille dans les gestes de service. À un moment, elle posa une main sur la tasse, le regard dans la fenêtre. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, un calme différent régnait, comme si 2 personnes s'étaient choisies pour apprendre à marcher ensemble dans l'inconnu. Ils durent retourner au bureau avant la fin du repas, d'autres urgences attendaient. Sur le chemin, Alejandro reçut un appel du service juridique. Une plainte avait été déposée par un ancien fournisseur, accompagnée d'une demande d'audience publique. La nouvelle tomba comme un glaçon dans l'eau chaude du jour. « Ils veulent la transparence totale », dit la voix au bout du fil. « Nous le préparons », répondit Alejandro, « mais il nous faut le temps de tracer la vérité sans compromettre les personnes. » Il raccrocha et regarda Lucia. Elle comprit qu'en filigrane, il y avait la peur habituelle de l'instrumentalisation. « Les entreprises, pensa-t-elle, sont souvent jugées par leurs erreurs publiques plus que par leurs réconciliations privées. » Mais elle allait continuer. Elle avait vu, lors des nuits où elle travaillait au service des machines, combien le vrai travail se déroule à l'écart des projecteurs. Les jours suivants furent un montage de petites victoires et de coups d'arrêt. Ils isolèrent la signature cryptographique, en tirèrent des métadonnées. Un nom de serveur, une heure d'accès, un relais européen. Un pseudonyme revenait, récurrent, dans le bruit des échanges, Chrysalide. Les experts ne savaient pas s'il s'agissait d'un collectif, d'un état d'esprit ou d'une opération commerciale déguisée. Mais le mot fit vibrer les cerveaux. Métamorphose, transition, peau que l'on jette. Quelque part, quelqu'un signait ses actes avec une poésie sinistre. La cellule interne monta un leurre. Ils simulèrent une vulnérabilité, ouvrirent un canal filtré et attendirent. Les heures furent longues. La ville, elle, continuait d'écrire ses vies, indifférente à la stratégie élaborée dans les salles blindées. Et puis, dans la nuit, une connexion s'établit. Les logs captaient une tentative d'exfiltration, une main qui fouillait. Samir, le visage durci par la fatigue, resta éveillé pour surveiller la manœuvre. Quand la trace fut nette, il activa la réponse concertée. Piège contrôlé, adresse IP renvoyée, l'heure nourrie d'indices factices. Le signal remonta un fil qui, finalement, aboutit à un nom. Pas encore un visage, mais un alias. Pas encore un cliché, mais une odeur. La traque n'était pas terminée, mais la première empreinte se précisait. Ils avaient un point de départ, une hypothèse à creuser. Alejandro envoya un message bref au conseil. « Nous avons une piste ». À l'aube d'un nouveau jour, Lucia se rendit à sa tâche, empoussiérant les couloirs avec la même méticulosité rassurante. La ville, lavée par la pluie, brillait d'un éclat fragile. Dans son cœur, quelque chose avait changé. Le travail n'était plus seulement une manière de subsister, il devenait un espace de dignité partagée. Elle ne savait pas encore les contours exacts de la tempête à venir, ni si la vérité que l'on traquait rendrait justice aux oubliés.
Mais elle avançait, décidée à être présente pour ceux que l'on avait autrefois négligés, convaincue que la loyauté et la patience pouvaient, sinon gagner la guerre, du moins offrir des refuges. Et tandis que la ville s'éveillait, le signateur Chrysalide repliait ses ailes quelque part dans le réseau. La chasse était engagée, la cité, son souffle partout apparent, attendait. Samir resta immobile jusqu'à ce que la cafetière du couloir crache la vapeur d'un nouveau jour. L'écran devant lui vibrait d'une lumière froide. Des paquets, des signatures, des ordatages déroulaient leurs balais interrompus. Il avait laissé tourner le leurre toute la nuit, mais le réseau respirait encore de petites convulsions, tentatives de balayage, sondes timides et un accès qui revenait périodiquement comme un revenant. Il agrandit la trace, suivit la chaîne de relais, nota la latence, un saut vers l'est, puis un petit nœud neutralisé par des relais anonymes, enfin un point de sortie proche d'une vieille entreprise d'hébergement dont les serveurs avaient changé de propriétaire plusieurs fois l'année passée. « Il teste la résistance », dit-il, sans lever les yeux. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une malle qu'on en trouve encore et encore pour écouter le bruit à l'intérieur. Lucia s'approcha, ses doigts effleurant l'angle de l'écran. Elle ne parla pas de technique, elle demanda ce que la piste pouvait révéler humainement. « Qui se sert de ces relais ?» demanda-t-elle. Samir esquissa un sourire fatigué. Les machines donnaient des chiffres, les chiffres donnaient des noms, parfois. Les noms donnaient des motifs, rarement plus. Il pointa une série de métadonnées, horaires de connexion, types de fichiers accédés, fragments de logs qui semblaient contenir des anonymes remerciements, des adresses mail cryptées partiellement lisibles. « Il y a des remerciements », murmura Samir, « des phrases qui reviennent, pour ceux qui restent, pour la rue d'en bas. Ce n'est pas purement instrumentalisé, quelque chose de social s'entend dans le bruit. » Ces mots firent vibrer autre chose que la technicité, une mémoire collective. Lucia pensa aux quartiers oubliés par les marchés, aux usines fermées et aux ateliers qui avaient disparu de la carte quand les contrats se sont déplacés. Elle pensa à Marco, à la manière dont il parlait parfois des ouvriers et de leurs recettes simples contre la faim, des histoires sans pathos, avec une dignité obstinée. Alejandro entra dans la salle, le visage tiré. Il avait passé la matinée à répondre au courriel du conseil, à préparer une synthèse qui soit à la fois sincère et circonspecte. Le ton public devait être juste, admettre les erreurs, montrer les mesures prises, mais ne pas livrer de personnes qui n'avaient pas à être publiquement exposées. La peur du tribunal médiatique s'épaississait comme une fumée lourde. « Ils veulent tout, dit-il, transparence totale. Le fournisseur va demander la pleine lumière. Ils vont tenter de nous opposer des visages. »« Nous avons un dossier, répondit Lucia. Pas un panégyrique, un dossier clair. Montrer ce que nous avons fait pour corriger, montrer nos enquêtes, montrer que nous ne faisons pas de secret de confort. » Il hocha la tête. Les deux savaient que montrer pouvait aussi être un piège. Montrer des mesures de réparation, c'était parfois offrir une liste que l'autre partie pouvait détourner pour prouver complicité par omission. La réponse de Samir changea la nature de la conversation. Il fit défiler un message intercepté, très court, envoyé d'une adresse qui venait d'être identifiée comme relais final avant la tentative d'exfiltration. Une image fragmentée, recousue par un collage numérique. Une photo d'un quartier en dehors de la ville, une rangée de bâtiments aux façades noircies et, en surimpression, un symbole simple, une chrysalide stylisée, à peine plus qu'un trait d'encre. « C'est pour nous, dit Samir, ou contre nous, ou pour ceux qui ne peuvent pas parler autrement. » Le mot « chrysalide » traversa la pièce comme une onde familière. On en avait parlé comme d'un alias, on n'en connaissait pas le visage. Et pourtant, à travers l'image, quelque chose parlait d'humain, la sélection d'un lieu précis, la volonté d'attirer l'attention sur un espace, pas seulement sur les valeurs de la société. Lucia prit la photo entre ses mains. Elle avait la sensation que quelque chose d'ancien venait frôler le présent.
En bas, un tag presque invisible, fait de la même encre que la chrysalide, portait une phrase courte en espagnol. « Para los que no tienen voz », un éclat de langue maternelle. Marco avait grandi près d'une frontière linguistique. Ses petites épingles vers le passé revenaient comme des constellations. « Ce n'est pas une simple attaque financière, dit-elle, c'est une carte, et ceux qui la lisent savent ce qu'ils cherchent. » Alejandro sentit une crispation derrière ses yeux. Le conseil exigeait des données comptables. Ce que les assaillants donnaient en échange était une demande de considération pour des vies effacées. La compagnie, se dit-il, risquait d'être prisonnière d'un débat moral que la logique juridique seule ne suffirait pas à apaiser. Ils passèrent la journée à préparer deux choses en parallèle, la présentation au conseil et un protocole de communication publique. Ils isolèrent les documents sensibles, firent traduire les parties techniques en langage clair, préparèrent des bulletins qui admiraient les erreurs et donnaient un calendrier de remédiation. La stratégie de transparence devait être tempérée. Trop d'aveux et la presse tiendrait boutique. Trop de secrets et on accuserait d'obstruction. Le soir, alors que la lumière tombait, un autre incident les sortit de la routine. La cellule de surveillance repéra un téléchargement anormal. Un paquet volumineux, chiffré, qui n'était pas destiné à l'extérieur, mais qui semblait se déplacer à l'intérieur de leur propre réseau. Une fuite interne, une manœuvre sophistiquée pour semer la panique. Vérifiez les accès physiques, ordonna Alejandro. Samir lança des recherches croisées. Lucia prit le téléphone pour appeler des responsables. Les visages dans les couloirs prirent des angles plus tendus. On verrouilla l'accès à certains dossiers. Les procédures anciennes, celles qui semblaient si pesantes les jours d'accalmie, s'activaient comme un mécanisme bien huilé. Quand ils ouvrirent enfin le paquet intercepté, ce n'était pas un acte de sabotage classique. C'étaient des récits, des témoignages enregistrés, des enregistrements vocaux d'employés de petits ateliers, de représentants d'associations locales, de maires parlant de factures impayées. Les fichiers étaient datés, annotés, parfois hachés par des coupes brusques, comme si quelqu'un avait voulu préserver l'anonymat des témoins. « Ils ne veulent pas seulement ruiner notre réputation, » dit Lucia. « Ils veulent donner une tribune à ceux qu'on a oubliés. » Les témoignages étaient douloureux, sans outrance. Des scènes de vie, un père qui n'a pas pu réparer la toiture parce que le fournisseur avait retardé des livraisons. Une ouvrière qui attendait depuis des mois le paiement d'un service rendu. Un atelier qui avait fermé parce qu'un contrat avait été déplacé sans avertissement. Chaque voix avait une intonation mesurée. On sentait la fatigue plus que la colère. La révélation changeait la nature du procès public à venir. Ce n'était plus un affrontement de chiffres, c'était une audience où la société risquait d'être condamnée moralement, même si juridiquement elle pouvait s'en sortir. Alejandro comprit que l'enjeu dépassait la portée d'une équipe de communication. Il fallait une réponse morale, incarnée, visible. Il pensa à proposer une délégation de la direction pour rencontrer les représentants de ces quartiers, une démarche en amont du conseil. Mais l'idée eut un effet paradoxal. Comment rencontrer ceux auxquels on avait manqué la parole sans renforcer l'impression d'un geste opportuniste ? Lucia proposa une alternative, inviter des médiateurs indépendants, des représentants locaux choisis par les associations, pas par l'entreprise. Elle savait qu'il fallait que la parole vienne de l'intérieur de ces communautés, pas de la prothèse d'une grande salle de réunion. La tension monta d'un cran, quand le fournisseur annonça qu'il maintiendrait la plainte et exigerait l'audience publique. Ils déposèrent la requête formelle, la date tombait dans une semaine. Le conseil passa une après-midi en débat serré, la presse commença à flairer l'affaire. On leur demandait pourquoi la société avait laissé se produire tant de manquements. On leur demandait pourquoi la réparation n'avait pas été plus rapide. Les questions se transformaient en jugement. La nuit précédant l'audience, Lucia s'annonça au bureau tard. Elle fit le tour des lieux comme on fait le tour d'un corps tendre avant un combat, vérifiant les lumières, touchant des dossiers, posant sa main sur la chaise vide de Marco, comme pour y trouver une continuité.
Sur le bureau de Marco, une petite note pliée, oubliée, portait une phrase qu'elle aimait répéter lors des veillées. Le réseau n'est pas seulement un chemin pour l'argent, il est aussi une corde qui relie les solitudes. Elle sentit que cette pensée devait guider leur démarche. Au petit matin, la ville se pressa vers les portes du conseil. Les panneaux d'information, la rumeur, les journalistes qui cherchaient des témoins, tout cela formait un paysage nouveau. Un petit groupe d'habitants du quartier concerné se plaça en retrait, portant des banderoles sobres. Le symbole de la chrysalide apparaissait parfois, griffé à la craie sur des cartons, comme un fil discret reliant des personnes qui n'avaient pas l'intention de se faire remarquer autrement. Alejandro était sur l'estrade, à la fois calme et conscient de chaque respiration. Lucia se tint à ses côtés, non pas en adjointe muette, mais comme complice d'un mouvement qu'elle souhaitait juste. Ils entrèrent tous au même moment que les représentants du fournisseur, qui semblaient porter une colère plus politique que commerciale. Les bancs publics étaient plus pleins que d'habitude. La société avait réuni ses directeurs pour montrer la transparence. Au moment où la séance devait commencer, la porte latérale s'ouvrit et un murmure parcourut l'assemblée. Une jeune femme, capuche relevée, avança lentement. Elle planta devant le pupitre une feuille pliée dont le coin dépassait, une feuille où, à l'encre, figurait le symbole familier, la chrysalide. Son visage était à demi caché, elle remit la feuille à un huissier, puis se retirait. Personne ne sut qui elle était, ni protestataire, ni témoin public. La feuille fut lue à haute voix. C'était une lettre courte, sans appel. Elle demandait vérité, mais condamnait les faux gestes. Elle proposait des rendez-vous dans les quartiers, pas des audiences sous les projecteurs. À la fin, une phrase, presque une supplique. « Regardez-nous avant de nous juger ». Un silence s'installa. La présidente du conseil leva les yeux, son expression mélangeant surprise et prudence. Les caméras se tournèrent. Alejandro sentit toute la salle se concentrer sur une question simple et dangereuse. Qui était en train de parler pour qui? Lucia, dans l'espace oppressant du moment, se surprit à espérer que la chrysalide ne fût pas seulement une machine de guerre numérique, mais bien un signe de ceux qui voulaient une transformation sincère. Elle sut, avec un calme dur, que l'audience allait être moins une démonstration de chiffres et plus une épreuve de tendresse institutionnelle. Alors que la première prise de parole s'ébauchait, un messager fit irruption, haletant. Il remit à Alejandro un petit paquet, une clé USB enveloppée dans un papier brun. Sur le papier, un mot griffonné, pour quand on voudra vraiment écouter. Alejandro sentit les doigts trembler, non pas de peur technique, mais d'une responsabilité qui pesait comme une pierre. Il regarda Lucia, elle le comprit sans mots. Il prit la clé, la serra comme on saisit une promesse, et la glissa dans sa poche. La séance reprit, mais dans l'esprit de chacun, la balance avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de se justifier ou se défendre, il s'agissait d'apprendre à répondre à ceux qui avaient commencé à parler sans demander d'autorisation. La pluie recommença à tomber à l'extérieur, comme une respiration de la ville. Lucia pensa qu'elle avait traversé des nuits plus simples, mais aucune n'avait été aussi nécessaire. Les hommes et les femmes dans la salle attendaient désormais la suite, inconscients que, quelque part dans le réseau, une main repliait ses ailes, prête à agir à nouveau. Quelque part, quelqu'un avait décidé que la métamorphose n'était pas seulement une image, elle était une exigence. Et tandis que les avocats se levaient pour leur plaidoirie, un petit enfant, assis sur les genoux d'une femme du quartier, regarda fixement la porte par laquelle la jeune femme à la capuche était partie. Il serra un dessin de chrysalide dans sa main. Ce dessin, naïf et précis, souriait, comme si l'on avait déjà deviné la fin, ou peut-être seulement l'espoir d'un commencement.
La première prise de parole termina sur une note mesurée. Alejandro se leva pour parler à son tour, la clé USB brûlant d'un secret dans sa poche. Il inspira profondément, sentit le poids de la ville sur ses épaules, puis commença.